Le truc dans un clash, c'est que un clash de base, ce n'est pas forcément le plus bon, le meilleur qui gagne. Parce qu'en fin de compte, c'est le public qui choisit le gagnant. Pour vous, alors on est dans un setup légèrement différent et vous sentez que je suis un peu plus stressé aujourd'hui parce que pas à cause de mon invité de gauche, mais à cause de l'invité de droite. En fait, quand on a des invités de marque, c'est en fait ça met la pression, tu vois. Quand tu mets déjà la pression, tu vois. Relâche-toi, moi j'ai l'impression parce que je vois que t'es musclé et moi j'ai. Donc du coup, il n'y a pas. Non, il faut qu'on boucle une séance à la salle donc. Non, mais j'avoue qu'aujourd'hui, on est. La salle à manger, il n'y a pas de problème. La salle à manger, moi aussi, je suis preneur. Est-ce que là-bas on fait des séances? Je pense là-bas on fait des repas. Oui, on fait des séances. Des séances de dégustation. Des séances dégustation. Oui, oui, oui. Tu vois, il y a beaucoup d'étapes là-bas. Il y a beaucoup à faire là-bas. Et donc moi je vais vous faire découvrir la salle que je fréquente. Vous me ferez découvrir la salle que vous fréquentez. Marché complet. Mais on va faire le challenge. On passe d'abord dans notre salle. Si tu survis, on va dans la tienne. Il n'y a pas de souci. Donc un autre jour on fera le chemin inverse. Alors la famille, vous le voyez, on est en bonne compagnie. On va aujourd'hui parler de culture populaire. On va parler de rap. On va parler de... C'est le Koro qui va plus nous parler de tout ce qu'il sait en la matière. Et vous savez, on a encore et toujours l'expertise de Monsieur Dou Niangadou, j'aime l'appeler le polémiste. Ah, l'expertise. Donc, à cause du clash qui s'est passé de notre analyse dessus, aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous l'avais déjà annoncé d'ailleurs, à faire une historique en fait sur le clash dans le rap et précisément dans le rap malien. Et le Koro est là, il va se présenter. Je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Elage Amadou Diop et dans le milieu on m'appelle Diop le Pacifico. Koro, moi j'ai tellement entendu ton nom dans les chansons par-ci, par-là. Et une fois j'ai vu Devoto qui a dit qu'il te devait beaucoup par rapport au lancement de sa carrière. J'ai entendu beaucoup de choses, mais encore et comme d'habitude, pas de débriefing avant les podcasts. Donc je découvre tout en même temps. C'est ça, exactement. C'est ça la magie de la chose. Donc, et je pense que Devoto et comme d'autres... on va dire, ont surestimé un peu notre rôle dans leur carrière. En réalité, nous, on était dans l'accomplissement des missions que nous nous étions fixées. À partir du moment où on décide de mettre en valeur une culture dont on a eu la chance de participer, ce n'est que normal que quand on voit des jeunes artistes, qu'on tend le micro, qu'on oriente la caméra vers eux, qu'on leur pose des questions, qu'on leur donne le peu d'expérience que nous aussi avons reçu de nos amis. C'est ça la culture du monde. Et c'est très respectable. En tout cas, moi, je suis très content. Diop el Pacifico, c'est un blaze avec lequel on a grandi. On l'a vu sur les génériques, on l'a entendu... Mob Jack surtout. Ouais, quand j'entends Diop el Pacifico, je pense direct à Mob Jack en fait. Shout out à lui. Et ce que bon, la génération, nos petits frères ne savent pas, c'est que nous, on a produit une émission culte qui s'appelle G21, qui était l'émission du hip-hop par excellence, qui mettait un coup de projecteur sur tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, vraiment tous les acteurs, rappeurs, beatmakers, producteurs, agents culturels, ceux qui sont dans l'événementiel. C'est l'émission qui mettait la lumière sur tout ce beau monde-là. Et c'est ce qui faisait qu'on était une seule communauté hip-hop au Mali. Donc, cette émission-là, on la doit à... Bon, je ne vais pas me lancer dans les jeux de pourcentage, mais on la doit en très grande partie à ce monsieur qui est avec nous aujourd'hui. Que je n'ai pas créé, il faut le préciser. Oui. C'est une émission que l'on doit à monsieur Mamani Abba Samasekou, qui en 2001 a créé cette émission. Et moi, je suis arrivé dessus 2 ans après, comme son assistant, ensuite comme cadreur, comme monteur, comme programmeur, comme réalisateur, et ensuite coproducteur, et ensuite présentateur. Wow. C'est ce qu'on appelle faire la pyramide de la base. Faire la pyramide de la il base. A fait tout, mais ça s'explique, hein, parce que moi j'avais fait de la radio avant. D'accord. Et donc quand j'ai rencontré Abba par le biais de Toumani Sangaré et de mon frère Isiakaba Amkoulel, donc j'étais dans la logique de présenter l'émission. Donc j'étais son assistant dans l'écriture de l'émission, parce qu'il faut savoir que Abba
C'est un vrai professionnel. Tout ce qu'il dit à la télé est écrit en amont. Non, tu es en train de me dire que Il- l'intro là, qui m'a matrixé, Tout ce qu'il c'est écrit. Tout ce que M. Abba Samasekou disait sur Génération 21, il l'écrivait d'abord. Donc moi j'ai appris à faire ça avec lui, mais après, bon, comme on est un peu rebelle, c'est un peu ça, moi j'ai dit, ben, je n'écrirai pas. Donc moi je fais des notes. Ouais. Quand Voilà. on est dans le même clan. Tu vois, Lui, j'écris il veut pas. tout écrire et moi, je n'écris Mais rien. normalement, les rédactions, c'est comme ça. On va briser le silence, hein, parce qu'il faut que certains apprennent aussi. Parce qu'il y a plusieurs écoles. Donc, lui, il écrivait tout, et donc, il m'obligeait à lui faire des propositions. Et après, dans son style, bien sûr. Mais quand on a vu, quand on a été confronté à un certain nombre de difficultés par rapport à la production de l'émission, donc, parce qu'il fallait à l'époque avoir des caméras au niveau de l'ORTM pour tourner, parce que c'était une émission qui était une rubrique de Samedi Loisirs. Donc on n'avait pas encore la production en tant que telle, on n'était pas véritablement équipé, donc il fallait remplir une fiche pour faire sortir la caméra, trouver le caméraman. Donc vous vous doutez bien que au début des années 2000, la priorité de l'ORTM, eh ben, c'était pas G21. G21, Ah, donc il fallait impossible. attendre. Et après le tournage, il y avait une autre paire de manches, c'était le montage. Le numérique n'était pas encore développé, donc il fallait aller dans les grandes salles de montage. Wow. Tac, 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 sur les bandes, tchac, 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 en pleine nuit, avec des monteurs, donc voilà. Et on s'est dit, bon, à un moment donné, quand on a eu l'opportunité d'avoir des caméras numériques et du matériel numérique, on s'est dit, bon, voilà, toi tu es présentateur, moi je vais être présentateur, ça marche pas, frère. Donc moi je passe de l'autre côté de la caméra. C'est comme ça que j'ai commencé à me former au son, à la caméra, au montage, ainsi de suite, et à la programmation, et faire l'interface entre lui et le rappeur pour faciliter les choses. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et dès que on a grandi un tout petit peu, on a commencé à avoir d'autres personnes qui s'intéressent, il a dit, bon voilà, c'est bon maintenant, moi je suis fatigué, j'en ai marre, tu passes devant la caméra. Waouh. Et c'était, je crois que c'était en 2013, il était blasé, quoi, il voulait plus, il voulait arrêter. Et on a cherché. Et comme c'était une période charnière, et que les clashs avaient commencé, donc il fallait vraiment une figure, on va dire, bon, je parle de moi comme ça. Consensuel. Ouais, mais n'ayant pas trouvé la personne à qui on pouvait faire confiance, qui ne va pas se laisser perturber par la nouvelle génération très puissante et très en force, qui était très affirmée, la génération des IBA, etc. et tout, qui était dans le clash et tout. Mais attendez, on est déjà en 2008 donc. Non, on est en 2013. En 2013. Donc ils étaient déjà là et on avait déjà peur. en place, mais le On clash... avait peur que on mette quelqu'un à l'image, parce que l'ORTM aussi était très exigeante. Elle a dit, bon, on ne met pas des gens qu'on ne connaît pas. Et comme moi, je faisais Air Vibes déjà, et que la direction me connaissait, bon, limite, on m'a tordu le bras pour que je Air passe Vibe, devant. Air Vibe, c'est quoi? Et Air Vibes, c'est l'émission radio qui est née en même temps Que G21. Génération 21, qui était un peu plus ouverte, un peu plus décontracte, où on parlait de culture, on se lâchait, on parlait de rap, raga, R&B, voilà, qui a été créée la même année que G21. Génération 21 par le même monsieur Abba. Et si tu écoutes bien Tonton Object, il y a Il dit Air Vibes School. Air Vibes School, exactement. Ouais, c'était je ça me l'émission. rappelle C'était très ça bien. l'émission. Donc quand il y a un shout-out Abba, Double Pacifico, G21, t'as toujours Air Vibes School qui va avec. Ouais. Mais attends, moi je pense qu'on a été. On a un été peu trop- je suis allé trop vite. On a été un peu trop vite, en fait, j'ai l'impression. Mais je pense que Do pourra faire l'historique un peu mieux que moi. Mais avant ça, il y avait des clashs avant la génération des IBA, tout ça. Il y a eu des clashs, il y a eu des confrontations. Il y a une mauvaise, il y a une méconnaissance de l'histoire du rap malien qui fait que beaucoup de gens assimilent l'avènement du clash à la confrontation GRR-ghetto. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était plus mainstream. On avait les premiers réseaux sociaux, à savoir les skyblogs qui étaient là, les transferts de musique par Bluetooth. La génération Bluetooth. Voilà, la génération Bluetooth. Mais il faut savoir qu'avant ça, il y a eu des clashs dans le rap malien au niveau des anciens. Donc, qu'est-ce que parmi ces clashs-là au niveau des anciens, moi j'en connais un petit peu de ma génération. Maintenant, vous qui avez vu quasiment 3 générations de rappeurs maliens passer, qui a travaillé avec eux, quels sont les clashs old school les plus marquants? Le premier clash qui est passé à la télé, c'était le clash de Ménez
Je crois qu'on était en 98. 98. Ouais, et c'était dans l'émission. Baba, tu étais où en 98? Bon, moi j'avais 4 ans. C'était en 98, c'est passé dans Flash Hip Hop avec Bralox. C'était à l'époque, on va dire, de la première vague et de la seconde vague de rappeurs maliens. Après, on reviendra, si vous le voulez bien, sur ce qu'on appelle génération. Bon, moi, génération, c'est trop, mais il y a eu plusieurs vagues, on va dire. Donc, les gens, ils aiment dire 3G, ils aiment dire ça, mais en réalité, il y a plus que ça. Donc, on en parlera si vous le souhaitez bien. Si, parce qu'il y a une grosse confusion à ce niveau-là. Je vois 2G, beaucoup de gens, 3G, 2G, 3G, alors que... Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Mais bon, après, comme les uns et les autres ont continué à être actifs pendant la même période, mais en réalité, si on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont venus faire la première partie d'autres, quoi. Par exemple, les gens mettent la King Massassi, les Tatapon et Amkoulel et autres ensemble, alors que non. La King Massassi, c'est 91-92. Voilà. C'est la même époque que les Autoboys et les R&B. Voilà, justement, la première vague de rappeurs maliens, c'est les Autoboys, c'est Escroc. C'est pas que je te regarde. C'est la King Massassi, les Sofa, c'est les Autoboys, c'est les Escrocs, c'est les King Dadja, non pas les King Dadja, d'abord c'était les Sofa, c'est les Rabba Boys et les Rage Adenja, les jeunes de liberté, la bande de Alpeco. Oui. Justice. Voilà, donc eux, ils ont sorti des albums avant les années 2000. Donc c'est eux, au fait. Et eux, c'est au milieu des années 90 qu'ils ont commencé à se faire connaître. Et le groupe de la King Massassi, les Sofa, ils nous ont donné notre premier album en 93. Voilà, enregistré en Côte d'Ivoire, dans des conditions très très difficiles. Mais eux, ils ont eu comme petits frères les Tatapon, les Amkoulel, les Fangafi, etc. Et même les Pharaons et autres. Et eux, ils ont eu comme petits frères les Master Soumi, les Penzi, etc. Tu vois, Milmo aussi, hein. Milmo, il est à cheval. Milmo, c'était le plus jeune. Il avait l'âge des Ibawan, mais comme il était plus avec... Il a commencé plus tôt. Voilà, son discours, c'était plus du côté des Master Soumi. Ah oui. Et des Fou, voilà. Ouais, et des Fugenji. Les frères de la rue. Exactement. Et comme il s'est... il était avec les frères de la rue, donc du coup, mais il a le même âge que les Iba et autres. Hein. Donc il y a juste 1 an ou 2 ans de différence qu'eux. Wow. D'accord. Et donc ça, on est au niveau de la 3e génération. Là, maintenant, les Ibawan qui se disent 3G, machin, etc. c'est la 4e génération. Ouais. Parce que les Ibawan, c'est les petits frères des Master Soumi qui sont les petits frères des Tatapon. Les Tatapon qui sont les petits frères de Altistrong qui a fait le premier clip. Altistrong dont le refrain c'est le premier clip de rap malien qui est passé à la télé, et où le refrain était chanté par Rokia Traoré. Oui. Au bord de la piscine de l'hôtel Mandé avec des mèches et un jean des mèches qui lui arrivaient aux genoux. C'est vrai. C'est ça. Donc c'est ça la vraie histoire du rap malien. Non, mais donc ça, on est au début des années 90. Il nous faut des vieux films de ça. Parce que je me sens perdu. Lui, il est content parce que je sais qu'il a vu ça. Ouais. Et moi, je me sens largué. Dans son discours, il y a des parties que je connais, il y a des parties que je découvre. Donc, mettre en lien tout ça, ça te permet de faire une trame, de suivre la trame de ce mouvement. Et c'est totalement... ce podcast-là, on va pas le regretter. Non, franchement, moi, il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai envie de poser des questions, notamment quand tu as commencé à parler de G21, je voulais rentrer dedans. Quand tu as commencé à parler des débuts du rap palais, je veux rentrer dedans. Mais bon, comme on a dit, on allait parler de l'historique des clashs. Donc, tu nous as parlé de la première vague, de la toute première, en 91-92, tu as dit. C'est ça. Donc, le premier clash, c'est 98. 98, ouais. Le premier clash a passé à la télé. Mais il y a eu d'autres clashs. Hein. Il y en a eu d'autres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le clash dans le hip-hop, c'est-à-dire il y a pas de comment on appelle, il y a toujours de l'affrontement. Quand on voit même l'histoire du hip-hop, hein, c'est des gens qui, au lieu de se taper dessus, ont décidé de se parler ou de s'affronter dans des disciplines réglementées. Oui. Donc l'ego trip, qui est une forme de parler de soi, a toujours, c'est-à-dire qu'il a toujours existé dans le rap. Donc même quand tu vas aux États-Unis, les gars du Queens contre les gars de Brooklyn, les gars ça a toujours été différents quartiers. Après c'était East Coast, West Coast. On connaît l'histoire. Donc ici aussi, ça a été quasiment la même chose. À un moment donné, les gens de l'hippodrome clashaient les gens de Bas de la Bougou, quoi. Commune 1 contre commune... voilà. Moi, j'ai envie de clasher les gens de Bas de la Bougou. Non, commune 5. Commune 5. Voilà, donc c'était un peu ça. C'était rive droite, rive gauche. Il y avait
cette rivalité. Après, à un moment donné, il y a eu cette rivalité aussi qui existait entre les gosses de riches, des lycées privés. De Liberté, tout ça. Voilà, de Liberté, tout ça. Liberté, Codonso, Ecovi. Voilà, qui étaient dans leur univers, tout ça. Donc ça, c'est la génération de Ridge, etc. Même des Fangafi, on va dire, mais qui étaient un peu plus opposés à des gens comme les Tatapon et autres. Donc, même quand on écoute les textes, on se rend compte. C'est pas le même vécu. C'est pas le même vécu, ils n'étaient pas engagés de la même manière. Et c'était presque pas le même public, parce que le premier concert des Ridge, par exemple, il s'est fait à l'Institut français. Vous voyez, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, donc après, les autres, c'était au Palais de la Culture, ou bien les Auto Boys, par exemple, ils faisaient des concerts au foyer de Dikoroni. Oui. Et c'est pas la même dimension du tout. Voilà. C'est pas le même univers. C'est pas le même univers, mais ils étaient tout aussi populaires, mais à leur manière. Quoi. Donc, quand je faisais mes recherches, j'ai lu quelque part une fois que les Auto Boys, ils ont même été invités à une célébration, à une cérémonie qui a été faite lors de l'investiture du président Alpha Oumar Konaré à sa première élection. C'est vrai? Oui. Waouh. En fait, le rap, je crois que même les Sofas avaient été invités, mais justement, il y a eu des choses qui sont passées, c'est les Rababoys qui sont passés, parce qu'ils viennent de Bamako-Koura, ils étaient plus au cœur, et les Sofas, ils venaient de Kati. Oui. Tu vois, les Sofas, c'était Tidjo, que Dieu ait son âme, et la King Massassi. Donc, eux, ils étaient plus, il fallait connaître les gens, etc. Et donc, eux, ils n'étaient pas assez bien introduits. Alors qu'on sait que Bamako-Koura, Bamako-Koura, c'est Bamako-Damine. C'est le centre. Ouais, c'est le centre. C'est le centre, en fait. Eux, ils connaissaient bien les gens, et puis c'était des gens très populaires, parce que c'était des coiffeurs. C'était des coiffeurs très populaires, etc. Et tout. Et puis, ils faisaient du raga. C'était pas vraiment du rap, et puis bon, c'était un peu plus dansant, un peu plus compréhensible. Mais alors que les autres, ils étaient un peu plus engagés, et que bon, voilà, c'était moins structuré, moins connu, ils avaient moins d'entre-gens, on va dire. D'accord. Donc on retient qu'il y a un groupe de rap qui a participé à la cérémonie d'investiture du premier président élu démocratiquement en République du Mali. Donc, et un autre groupe a été invité, les Tatapon, ils ont eu leur revanche. Parce qu'après avoir fait un morceau qui s'appelle Chikan, ils ont été invités à chanter Chikan devant le président, à Koulouba. Ouais, c'est passé à la télé. Et je me rappelle même du commentaire du président Demselou Mniaro Chikan, mais c'est ça. Voilà. Je me rappelle très bien. Quand tu connais le son, c'est une belle histoire. Le président Chika à la main, ils se font inviter, ils le disent directement. C'est ça. C'est magnifique. Magnifique. Mais Koro, tu as notamment parlé on va dire, du clash de Fangafi. Je sais pas si je vais trop loin. Non, on est Menez, le balèze. On peut en parler. Menez a clashé les Tatapon et c'est passé 2-3 fois à la télé. Bon, c'était bon enfant. C'était pas que c'était bon enfant, mais voilà, mais ça a eu son effet quand même. Ça a eu son effet parce que lui, ça lui a permis d'être invité sur plein de podiums à l'époque parce qu'il y avait très peu de concerts. Mais en réalité, ça lui a valu aussi le fait que tous ceux qui étaient fans de Tatapon ne voulaient pas entendre parler de Menez. Pourtant, c'est un artiste très, très talentueux. Donc, du coup, je peux dire que ça a un petit peu joué sur sa carrière. D'accord. Mais qu'est-ce qui les séparait? C'était quoi le but du clash? Non, bon, au fait, il estime que les Tatapon se plaignaient, qu'il fallait faire du rap, qu'ils n'étaient pas très techniques, et qu'ils jouaient sur des... Je ne me souviens plus de son texte, mais c'était un texte en français. Émotions. Et c'était très technique. Menez avait un excellent niveau, et je pense qu'il l'a toujours. Il rappait en français ou en Mambara? Il faisait les deux. Les deux. Il faisait les deux. Il était très en avance, Menez. Il était très en avance. Mais en réalité, le rap, c'est cette musique populaire qui s'adresse aux masses populaires. Et tout le monde n'avait pas cette culture hip-hop de rap français. Voilà, je pense que le français a beaucoup joué sur beaucoup de rappeurs. C'est pour ça que des gens comme Rage n'ont pas pu cartonner ici. On va revenir sur ça parce qu'il y a effectivement cet aspect où en fait la langue française a tué la carrière de beaucoup de rappeurs, mais qui s'accrochent. Voilà, il y en a qui s'accrochent, il y en a qui ont lâché, mais ils étaient pétris de talent. Juste parce que on les a fermé la porte de l'industrie, si on peut appeler ça comme ça, de l'industrie locale, juste parce que ça parlait français, ça rappait en français. Ouais. Après, je pense à des gars comme ceux que moi je connais, des gars comme Weza Basquiat, Explicit. Même De Wizo a été victime de ça à un certain moment. Ouais, il avait chanté en anglais. Lui, il avait chanté en anglais. Voilà, lui, c'était quasiment encore. C'était très osé. C'était très osé. De Beto qui subit ça. Marianne Marley. Il y a toute une vague. Pao
de Ghetto Cafri. Ouais, non, lui, il a switché après. Bon, il a switché justement parce Il a eu que trop tard. on l'a tellement matrixé. On l'a stigmatisé. On l'a tellement stigmatisé dessus que quand il a fait le flip, Ça passait inaperçu. voilà, le public n'a pas suivi. Alors que techniquement, dans Il est les très deux bon. langues, il est très bon. Il est très bon. Bon, c'est pareil, hein, cet état des faits, tu peux le transposer à toutes sortes de musiques, en réalité. C'est pour ça qu'il y a le facteur, il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte. La technique, la langue, et particulièrement au hip-hop, mais en réalité, ce n'est pas une science exacte. Tu peux partir, par exemple, dans la musique Wassoulou. On va te dire, ah non, Kakbé n'a pas la carrière qu'elle aurait dû avoir. Voilà. Et on va te dire, par exemple, une combat Sidibé, il y a d'autres qui vont te dire, mais Oumou Sangaré, c'est rien à côté. Ouais. Voilà, ils vont te sortir des blases comme ça, etc. Ou des gens, ils vont te prendre même des... On va te dire, par exemple, un Adama Yalomba, c'est un artiste qui est vraiment sous-coté par rapport à son talent, etc. Donc ça existe dans toutes sortes de musiques. Voilà. Mais Koro, qu'est-ce que tu penses de ça au niveau du rap? Parce que, en fait, ma question n'est pas très précise. Les Maliens consomment la musique des rappeurs français. Les Maliens consomment la musique des rappeurs américains. Et il y a eu des concerts ici qui ont été remplis par ces rappeurs-là. Oui. Mais selon toi, ça vient d'où ce stigma sur les rappeurs maliens qui chantent en français? Je t'explique. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très clair. En réalité, le rap, c'est une musique de proximité. C'est-à-dire que les gens chantent leur réalité. Et quand tu écoutes, tu te sens dedans. C'est-à-dire quand quelqu'un raconte une histoire, tu te sens dedans. Et ceux qui rappent en français, la plupart des réalités qu'ils racontent, ce sont peut-être, même si je prends le cas par exemple d'un artiste comme Amkoulel, il chante des réalités. Oui. Quand il parle de Malik Alanko, quand il parle d'infaculté, quand il parle de Madame Farafina par exemple. Quand il parle de Farafina, bon Farafina c'est un mauvais exemple parce que Farafina a cartonné. Oui. Mais je suis en train de parler de ces titres qui n'ont pas beaucoup marché. Par exemple quand il a chanté Madame Beleza, tu m'as blessé, regarde la peau que t'as. Mais les personnes que c'est censé toucher parlent peu cette langue-là. Première chose. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que nos artistes d'ici ont moins d'exposition que ces rappeurs français. Ouais. Parce que les rappeurs français, les gens les aiment pas parce qu'ils disent des choses qui les touchent, mais c'est qu'ils leur plaisent par leur style, par leur manière de chanter, par leur manière, voilà. Mais ce n'est pas le truc émotionnel qui touche leur sensibilité, etc., etc. C'est l'image que... Voilà, c'est l'image, toute une image, et le matraquage qu'il y a derrière, et tout le matraquage et toute la communication qu'il y a derrière. Un clip de La Fouine, je suis désolé, c'est pas le clip de Master Soumi. Ah, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes moyens. Et l'exposition de La Fouine sur Trace, sur MTV, sur machin, et la manière dont on le voit, etc. On voit plein de petits blancs autour, bon voilà. C'est la même chose, on le voit dans les Maserati, dans les trucs... De jolies nanas, tout ça. De jolies nanas, bon voilà. Donc on a envie d'être avec lui. Pour toi, tu viens parler ton français et tout, bien correct, etc. et tout, tu parles de difficultés. Bon voilà, c'est cool, mais sauf que moi... Les gens qui sont dans ces difficultés-là ne comprennent pas le message. Peut-être qu'ils peuvent comprendre, mais ça ne les touche pas. Ça ne les touche pas comme quand... c'est dit en moment. Comme quand Master Soumi, il vient, qui dit physique-chimie. Quand il dit, physique-chimie, physique-chimie de B, je suis là. Ouais, quand il dit, mademoiselle 40 ans, même si tu vois, et bien tes dessins au choix, et il t'a donné ça au froid. Donc tu vois, dessin au choix, c'est des références. Tu vois, ça au froid avec des proverbes. Donc ça nous touche, et ces gens-là, ça s'explique aussi. C'est vrai que quand on a fait le blast des MC là qui rentrent en français au Mali, quand tu prends les références à 80% ne sont pas maliennes. Exactement. C'est vraiment de la culture occidentale, c'est peut-être la culture japonaise, de plutôt avec son Doflamingo, qui ne parle pas forcément parle pas à tout le monde. À tout le monde. Oui, c'est une question aussi de référence. C'est vrai. Exactement. Donc, comme Alpeco par exemple, quand Alpeco il rappe très bien, il a cartonné en France. Mais ici, Don Peko, ça parle pas à quelqu'un. Oui, ça parle pas à quelqu'un, alors que pour avoir parlé avec des gens qui sont dans l'écosystème du rap en France, Alpeco, c'est quelqu'un qui est respecté. Ouais. Il n'a peut-être pas eu une méga carrière. Mais c'est de sa faute, parce qu'il a décidé de faire le malien. C'est-à-dire de faire que ce qu'il veut, de faire. Sinon, Alpeco, à un moment donné, tout le monde disait que c'était le meilleur rappeur de France. Et c'est pas pour rien qu'on l'a vu dans le clip de Ghetto, la version Ghetto de Econ en France. Ouais. Parce que dans le clip, il y avait lui, il y avait Booba. Ouais.
C'est les deux rappeurs français. C'est les deux rappeurs qui étaient en France. Et c'est qui a joué sur Alpeco, je peux le dire, c'est mon grand frère, et je le regrette, et je le regrette pour lui. J'ai eu mal au cœur parce que son album qui était censé le faire exploser, il a refusé de changer le titre. C'était quoi le titre? Colonisation. Alors qu'il était censé signer chez Universal déjà. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde était amoureux d'Alpeco. Il faisait la première partie de tous les rappeurs français. Que ce soit Busta Rhymes, que ce soit T.I., que ce soit Camillionnaire, où il a même participé à la version française. Il faisait des tournées au Canada et aux États-Unis. Et il tournait en Europe, il faisait des trucs avec Dadou, tout ça. Donc, vraiment, c'était le rappeur toulousain qui venait, qui prenait Paris, quoi. Mais quand il devait éclore avec son album, et on a dit, tout est bon, mais s'il te plaît, change de nom. Et il dit non, je ne change pas de nom, ça va s'appeler Colonisation. Alors qu'à l'époque, en France, tu ne peux pas faire la tournée des plateaux télé en parlant de colonisation. Ça ne marche pas. Exactement comme Youssoupha a eu le même problème quand il voulait appeler son album Négritude. Plusieurs fois, il a reporté. Il a reporté. C'est quand il était en fin de carrière ou quasiment tout on sait que ça ne va pas exploser. On sait que, bon, même si ça explose, ça n'aura pas d'impact. Mais il a changé. Il a appelé NGRT. Oui. Il n'a pas mis Négritude tant que tel. Donc bon voilà, moi je pense que c'est juste à cause de ça qu'Alpeco n'a pas eu sa carrière. Moi je me souviens des émissions Skyrock où Abba était en France et tout, on a fait des reportages où à Skyrock, la Fouine était derrière, Alpeco était devant et la Fouine quand il a écouté, il a dit Alpeco meilleur rappeur de France. C'est ça. Parce que le gars, il avait ce petit truc en plus du fait qu'il vient d'Afrique. Il avait été à l'école, il avait une vraie culture générale, il avait une plume de dingue, un style de ouf. Et c'est un cerveau. C'est un cerveau, ce gars. Je sens beaucoup que tu regrettes comment les choses sont. Ouais, ça m'a fait mal parce que du coup, on a manqué l'occasion d'avoir un artiste rappeur malien qui cartonnerait en France, qui serait au même niveau qu'un Booba, qu'un Youssoupha, ou voilà. Parce que ça aurait apporté quelque chose en plus et au rap français et au rap malien. Parce que de la même manière qu'on a vu applaudir la Fouine ici, lui, on aurait pu l'accueillir de cette même manière. C'est vrai qu'on l'a fait à un moment donné, mais ça n'a pas eu le même impact. Ça n'a pas eu le même impact. C'est le seul regret que je peux avoir. C'était nous, quand on l'a connu, c'était le rappeur vacancier, quoi. Il venait pendant les vacances faire un concert. Donc Pourtant, il est tellement bon, ce gars. Le rappeur local. C'était pas une figure à laquelle on s'identifiait. C'est exactement comme Koro le dit finalement, donc. Voilà. C'est exactement comme genre trop français pour les Maliens et trop Maliens pour les Français. Pour les Français. C'est ça. Wow. D'accord. Donc on a parlé du clash de Menez le Balèze. Voilà, le Balèze, c'est ça. Il disait Menez le Balèze, pas de malaise, toujours à l'aise. MC sur le MAC, je te mets mal à l'aise, tellement je suis mal à l'aise. Il était trop fort. Franchement, déjà on voit l'écriture. Hein. Après, deuxième clash, j'ai entendu parler, mais je connais pas l'histoire. Là encore, ça implique les Tatapans face à un autre MC de Hippodrome qui s'appelle Raphaël. Oui, qui s'est enterré tout seul, je peux le dire. Peut-être qu'il ne sera pas content et qu'il va peut-être sortir pour me clasher sur les réseaux sociaux. Mais voici un gars extrêmement talentueux, qui était très bon, qui avait même un flow qui s'approchait de celui des Tatapans, qui était très engagé, mais qui a décidé à un moment donné d'aller dire que les Tatapans ne savent pas rapper en taureau. Il a fait même un morceau là-dessus. Alors qu'au même moment, il avait un morceau Farafina qui cartonnait, Farafina Katanya, Farafina Kanaseka encore. Tu vois, donc nous, à Génération 21, on a beaucoup boosté ce morceau, justement pour faire oublier le clash de Tatapon. Mais ce public de base de Tatapon, qui est le Malien de base, le Malien engagé, même fait Thierry Fort, il en a toujours voulu, et ça a toujours été le gars. En fait, si je comprends bien, il ne fallait pas se frotter au Tatapon, en fait. Bon, on pouvait se frotter. Il y avait une fanbase qui était engagée à Il fallait s'appeler les fous pour pouvoir le faire. Ouais, le truc dans un clash, c'est que un clash de base, ce n'est pas forcément le plus bon, le meilleur qui gagne. Parce qu'en fin de compte, c'est le public qui choisit le gagnant.